Vous informer est notre devoir. Madame, Monsieur, bienvenue à cette grande édition du journal sur Mondico Télévision. À la une de l'actualité, le Sénat a repris le jeudi 14 novembre l'examen de projet de loi de reddition de comptes 2023 et des finances rectificatives 2024. Cet examen a été suspendu mardi dernier à la suite notamment de l'absence du rapport de la Cour de comptes préalable pour analyser les textes relatifs à la reddition de comptes. Ces rapports a été distribué peu après la suspension de la plénière. Les sénateurs ont eu le 48 heures réglementaire pour examiner ces documents. Suivez. Aimé Boji Sangara et Doudou Fouamba, respectivement ministre d'État chargé du budget et ministre des Finances, ont présenté et défendu les deux projets de loi du gouvernement. Dans sa présentation de l'économie du projet de loi des finances rectificatives 2024, Aimé Boji a expliqué le pourquoi de ces textes. Le Parlement a investi cette année un nouveau gouvernement, le gouvernement de la République, et généré des ressources additionnelles. La renégociation des contrats chinois a fait bénéficier les Congolais des 300 millions de dollars l'an qui vont s'étaler sur 15 ans. À ceci, il faut ajouter les 15 millions d'euros reçus de la part de l'Agence française de développement au titre d'appui budgétaire. Voilà ce qui a poussé votre gouvernement à venir présenter le projet de loi de finances rectificative de celui de 2024, a expliqué Aimé Boji. Il a poursuivi en démontrant l'affectation de ces ressources dont la grande partie est consacrée notamment à l'investissement. Ces nouvelles ressources font que le projet de loi de finances rectificative 2024 a désormais un taux d'accroissement de 8,4% par rapport au budget initial. Il est chiffré à 44 milliards de francs congolais, équivalent à 15,8 milliards de dollars américains, contre 40 milliards de francs congolais. Doudou Fouamba a présenté et défendu le projet de loi portant réédition des comptes 2023. Il se rapporte à la loi de finances pour l'exercice 2023. Cette loi a été votée en équilibre à hauteur de 32 milliards de francs congolais. À la clôture de l'exercice budgétaire 2023, le recette du budget du pouvoir central ont été réalisés à la hauteur de 29 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 91,22%. Quant aux dépenses, elles sont chiffrées à 13 milliards de francs congolais, dégageant un taux d'exécution de 96,49%. Les sénateurs ont manifesté un intérêt particulier pour les deux textes. Ils ont dans leur ensemble dénoncé à la lumière des observations de la Cour des comptes les fautes de gestion dans le dépassement budgétaire excessif dans certains portefeuilles, le paiement de dettes non certifiées, la reprise dans le texte de travaux avec un taux de réalisation alors que sur terrain, il n'y a rien eu. Ces élus des provinces ont fustigé l'inopérationnalisation de la Caisse nationale de péréquation. Certains ont même proposé de suggérer à la Chambre basse du Parlement de sanctionner les auteurs de ces fautes. Avant l'adoption de ces textes à l'Assemblée nationale, sur proposition de la commission ECOFIN, les députés avaient décidé de mettre en place une commission d'enquête pour établir les responsabilités individuelles concernant les irrégularités et les fautes de gestion constatées dans la réédition des comptes 2023. Il est question d'identifier les responsables des dysfonctionnements financiers et de déterminer les mesures à prendre pour éviter que de telles situations ne se reproduisent à l'avenir en ce qui concerne la gestion des ressources publiques. Et sur un autre volet, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a rencontré le jeudi 14 novembre à la primature Sergio Pimenta, vice-président pour l'Afrique de la Société financière internationale, une institution du groupe de la Banque mondiale axée sur le développement à travers le secteur privé. Cet échange a permis de dresser un bilan des opérations de l'IFC en République démocratique du Congo et d'explorer de nouvelles opportunités de collaboration. Commentaire de Viningali Junior. Au cours de l'audience, Sergio Pimenta a partagé le résultat impressionnant des efforts déployés par l'IFC depuis sa dernière visite en 2021. Ces constats montrent l'engagement ferme de l'IFC pour soutenir la croissance économique en République démocratique du Congo. C'est un programme d'un nombre d'initiatives et de projets qui sont déjà en cours. Nous avons déjà déployé un certain nombre, je mentionnais 550 millions de dollars. Nous avons d'autres projets en cours, certains qui ont été signés pendant cette visite par exemple, mais également nous allons en signer dans les prochaines semaines, prochaines années. Donc c'est un travail en cours. Moi ce que je vois c'est une accélération de nos interventions, aller plus vite, aller plus fort, aller plus loin pour vraiment aider le développement de la République démocratique du Congo à travers le secteur privé.
Alors nous comptons d'abord, nous travaillons main dans la main avec nos collègues de la Banque mondiale et regarder un certain nombre de secteurs ou d'opportunités où nous n'avons pas été autant présents. Par exemple, les partenariats publics-privés, c'est un des secteurs que nous voulons regarder. Nous allons également regarder beaucoup plus fort le secteur de l'agriculture. Comme vous le savez, le Congo importe près de 3 milliards de dollars de nourriture tous les ans, alors que vous avez le potentiel, ce pays a le potentiel pour exporter 3 milliards ou même plus d'aliments. Donc nous voulons lancer une initiative justement pour travailler sur quels sont les différents points qui doivent être réglés pour y arriver, que ce soit les questions de logistique, les questions d'accès aux engrais, d'irrigation, d'accès à la terre, etc. Donc ce sont ce genre d'initiatives que nous allons soutenir et avancer. Donc ce que son Excellence m'a dit, et j'étais très heureux de l'entendre, c'est que nos priorités, les priorités de la SFI ici en RDC, sont très alignées avec les priorités du gouvernement. Sergio Pimenta a également souligné la volonté de l'IFC d'intensifier ses efforts en République démocratique du Congo à travers un financement accru et l'apport d'expertise précieuse au secteur privé. En regardant vers l'avenir, l'IFC vise à accélérer son action dans les secteurs privés pour contribuer de manière significative à l'économie de la RDC. La République démocratique du Congo dépense près de 3 milliards de dollars américains en importation alimentaire chaque année alors qu'elle a le potentiel d'exporter davantage, a-t-il ajouté. Comme vous le savez, le Congo importe près de 3 milliards de dollars de nourriture tous les ans, alors que vous avez le potentiel, ce pays a le potentiel pour exporter 3 milliards ou même plus d'aliments. Donc nous voulons lancer une initiative justement pour travailler sur quels sont les différents points qui doivent être réglés pour y arriver, que ce soit les questions de logistique, les questions d'accès aux engrais, d'irrigation, d'accès à la terre, etc. Donc ce sont ce genre d'initiatives que nous allons soutenir et avancer. À noter que l'IFC s'engage à travailler main dans la main avec le secteur privé dans le pays en développement pour créer des marchés et des opportunités durables pour tous en mettant à disposition ses ressources financières et son expertise pour surmonter le défi du développement. Et le ministre des Finances de la République démocratique du Congo, Doudou Fwamba Likoundé, a tenu le jeudi 14 novembre 2024 un point de presse aux côtés de son collègue du budget, Aimé Boji, et du représentant résident du Fonds monétaire international FMI en RDC. Au cours de ce face-à-face avec les journalistes, il était question d'expliquer à la presse les deux accords récemment conclus entre le gouvernement congolais et les FMI qui marquent une étape significative dans le renforcement de la résilience économique du pays. Suivez. Mesdames et messieurs les... Devant la presse, le ministre de Finances Doudou Fwamba Likoundé a rappelé l'importance des négociations récentes tenues récemment entre le gouvernement et le Fonds monétaire international, un acquis important pour la République démocratique du Congo. Nous venons de négocier les deux programmes de manière exceptionnelle. Un programme FEC, estimé à 1,770 milliard de dollars américains, et un autre programme RST pour la résilience climatique de 1,1 milliard de dollars américains. Donc, nous venons de trouver un accord, pas pour un programme, mais pour deux programmes que nous allons mettre en œuvre de manière simultanée. C'est environ 2,8 milliards de dollars américains d'opportunités ou de disponibilité pour notre pays durant les 3 prochaines années. Le ministre du Budget, Aimé Boji, a également pris la parole pour exprimer sa gratitude envers les équipes impliquées dans ces négociations. Je voudrais aussi dire encore merci à nos équipes parce que tout à l'heure, le représentant résident nous faisait remarquer qu'il est vraiment rare, c'est vraiment exceptionnel qu'au cours d'une même mission, que nous puissions parvenir à négocier 2 programmes. Parce que d'habitude, les 2 semaines sont consacrées aux négociations pour un seul programme. Le représentant résident du FMI en RDC a mis l'accent sur l'importance de la mise en œuvre de réformes attachées à ces accords. Et j'espère que cette détermination va se poursuivre au cours de la mise en œuvre du programme, parce que, comme l'a dit aussi le ministre, le package de réformes qui sous-tendra les 2 programmes, c'est un package assez ambitieux.
que ce soit au niveau de la gestion des finances publiques, au niveau de l'amélioration de la gestion des investissements, de l'amélioration de l'environnement des affaires, de l'amélioration de la gouvernance. Ces accords marquent un tournant pour la RDC, ouvrant la voie à des nouvelles opportunités de développement économique et financier, tout en soulignant la nécessité d'un engagement continu dans la mise en œuvre de réformes nécessaires pour une gestion orthodoxe des finances publiques. À présent, parlons santé. Dans ce journal, la République démocratique du Congo et l'Organisation mondiale de la santé, OMS, ont signé le jeudi 14 novembre 2024 une nouvelle stratégie de coopération pour la période 2024-2029. Ce partenariat renouvelé pour les 6 prochaines années vise à renforcer la pertinence technique de leur collaboration en focalisant les efforts sur des priorités et interventions ciblées pour une meilleure mise en œuvre du budget programme. Cette stratégie aspire à maximiser l'impact des actions de santé publique en RDC pour les 6 prochaines années. Suivez. La signature de cette nouvelle stratégie de coopération entre la République démocratique du Congo et l'Organisation mondiale de la santé, OMS, marque une étape cruciale dans le domaine de la santé publique dans ces pays à la dimension continentale. Ces documents de coopération pour 2024-2029, élaborés après une analyse minutieuse de la situation sanitaire du pays, témoignent d'un engagement commun pour répondre aux défis prioritaires identifiés. En tant que premier conseiller du gouvernement en matière de santé, l'OMS, par la voix de son représentant pays, Dr Boureima Amasambo, voit dans cette stratégie une opportunité pour mobiliser efficacement le fonds nécessaire et répondre ainsi aux attentes de la population congolaise. La stratégie de coopération qui venait d'être signée entre le gouvernement de la République démocratique et l'OMS a 2 ou 3 composantes. C'est une stratégie de coopération que nous voulons beaucoup stratégique et beaucoup plus forte, avec le but de quoi? De vraiment de rentrer dans le cadre de la couverture santé universelle, c'est de faire en sorte que les Congolaises et les Congolais bénéficient de soins de qualité et abordables et que les gens ne deviennent pas financièrement détruits en cherchant la santé. De son côté, le docteur Machidizo Moeti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, réaffirme le souhait d'approfondir ce partenariat afin d'améliorer la qualité de vie des Congolais. Le désir de l'OMS de renforcer et approfondir cette coopération pour des impacts durables. Le ministre de la Santé de la RDC, le docteur Roger Kamba, a exprimé sa satisfaction qualifiant cette collaboration de bénéfique pour le pays. Selon lui, cette stratégie commune est en phase avec le nouveau leadership impulsé par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notamment à travers la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Le ministre de la Santé voit en cette stratégie un moyen de concrétiser les engagements pris dans le cadre du plan national de développement sanitaire. Notre rôle est de donner cette guidance, d'appuyer les pays à faire ce choix, à développer une stratégie et aussi, comme nous travaillons avec tous les partenaires, à appuyer la coordination des partenaires pour l'appui technique, financier et tout, pour le gouvernement, pour la mise en œuvre de cette stratégie. Donc c'est ça le rôle de l'OMS. Et nous basons notre appui comme une organisation mondiale. Donc ça veut dire que nous avons accès aux recherches, résultats, et il y a nos structures dans lesquelles les pays se mettent d'accord. Enfin, cette stratégie de coopération OMS-RDC, fondée sur une démarche participative et inclusive, témoigne de l'écoute des besoins spécifiques du pays. Elle illustre l'engagement de toutes les parties à renforcer le système de santé en RDC et à offrir aux populations un meilleur accès aux services de santé essentiels. Élaborée en concertation étroite avec le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, cette stratégie de coopération met un accent particulier sur la couverture santé universelle.
Clôturant ces chapitres de santé, ouverture le jeudi 14 novembre 2024 en RDC du premier forum national consacré à l'élimination du cancer du col de l'utérus. Cet événement vise à renforcer la prise de conscience, la prévention et la prise en charge de ce cancer, l'un des plus meurtriers pour les femmes dans le pays. Ces forums se concentrent sur l'élargissement de l'accès aux soins et au dépistage précoce qui sont souvent inaccessibles pour la majorité de femmes, notamment en zone rurale. Les détails dans cet élément. Ce forum s'inscrit dans une initiative plus large pour répondre aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé visant à éliminer le cancer du col de l'utérus d'ici 2030. Ce forum, une première pour la RDC, offre une plateforme pour réfléchir sur les actions concrètes et les mesures essentielles telles que la finalisation de la stratégie des vaccinations, la mobilisation des ressources financières adéquates et aussi définir une approche tendant à élargir leur portée, surtout dans les zones rurales. Avec l'appui du gouvernement et dans le cadre du programme de maternité gratuite et de soins prénatals, nous comptons dans les prochains mois prendre l'opportunité de chaque consultation prénatale et postnatale pour non seulement faire un suivi pour les futures mères, mais aussi les transformer en une opportunité pour l'éducation par rapport au risque de cancer du col de l'utérus. C'est un grand jour pour le Centre national de lutte contre le cancer, CNLC. Son directeur, le docteur Bienvenu Lesboise, voit en ses travaux une opposition pour définir la feuille de route visant l'éradication de ce cancer, un des plus meurtriers dans le pays. Le Centre national de lutte contre le cancer salue donc l'engagement des hauts niveaux des différentes parties prenantes et se tient prête à accompagner nos vaillants dirigeants, je cite notre ministre de la Santé et les coordonnateurs du CNCSU dans l'implémentation imminente des activités visant la vaccination contre le virus du papillome humain, le dépistage systématique des lésions précancéreuses du col de l'utérus et le traitement adéquat des patientes atteintes du cancer du col de l'utérus, et c'est sur toute l'étendue du territoire national. Les objectifs sont d'atteindre une couverture vaccinale de 90% pour les jeunes filles, un dépistage de 70% des femmes âgées de 35 à 45 ans et un traitement complet pour 90% des femmes diagnostiquées. Cette mobilisation pourrait transformer la lutte contre le cancer du col de l'utérus en RDC, où l'incidence et la mortalité associées à ce cancer sont très élevées. De son côté, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le docteur Samuel Roger Kamba, a une fois de plus réitéré l'engagement du gouvernement à poursuivre les réformes pour faire de l'accès aux soins de santé un droit en RDC. La bonne idée, c'est de vous inviter très sincèrement à prendre conscience du moment que vous êtes en train de passer. Ce moment est très important parce que demain, ce qu'on va faire du cancer du col de l'utérus dans ce pays dépendra de ce que vous avez décidé aujourd'hui pendant ce forum. La responsabilité que vous avez ici, c'est de dégager le chemin qui va permettre à ce que la RDC arrive à des résultats qui permettent que nos petites filles survivent, que nos mamans survivent. Le cancer du col de l'utérus est une maladie évitable et curable s'il est détecté tôt et traité de manière adéquate. Pourtant, il reste l'un des cancers les plus courants et des causes de décès liées au cancer chez les femmes à travers le monde. Selon l'OMS, en 2022, on a estimé à 660 000 nouveaux cas et 350 000 décès au niveau mondial. Environ 90% des nouveaux cas et des décès dans le monde sont survenus dans les pays à faible revenu ou intermédiaire. Et la RDC n'est pas épargnée. Ces travaux mobilisent tous les acteurs impliqués dans la lutte contre les cancers du col de l'utérus. Et au cours d'une manifestation contre la révision de la Constitution, l'opposant congolais Delis Esanga a été interpellé brutalement par la police quinoise avant d'être relâché environ 1 heure plus tard. L'opposition a vigoureusement dénoncé cette interpellation. Martin Fayulu a, dans un message posté sur son compte X, dans la soirée du jeudi 14 novembre, appelé le pasteur Roland Dalo à calmer Félix Tshisekedi pour son projet de la révision de la Constitution de la République démocratique du Congo. Pour Moïse Katumbi, cette interpellation constitue une étape supplémentaire alarmante dans la dérivée totalitaire du pouvoir. Suivez.
Condamnant sévèrement l'interpellation de l'opposant Dely Sesanga pour avoir marché contre la révision de la Constitution, le président de l'ECD, Martin Fayulu, a condamné l'interpellation qui, selon lui, est brutale. Il a, dans ce message posté sur son compte X dans la soirée du jeudi 14 novembre dernier, appelé le pasteur Roland Dalo à calmer Félix Tshisekedi pour son projet de la révision de Constitution de la République démocratique du Congo. Je condamne avec la plus grande fermeté l'interpellation brutale de Dely Sesanga, Bernadette Tokaolo et d'autres compatriotes qui ont manifesté pacifiquement ce jeudi 14 novembre contre le changement de la Constitution. Les violences et les abus auxquels ils ont été soumis sont inacceptables et indignes d'un état de droit, a dénoncé Martin Fayulu. Ajouté, j'en appelle au pasteur Roland Dalo pour rappeler à Félix Tshisekedi que l'orgueil et l'arrogance mènent inévitablement à la chute. Il accomplit actuellement son second et dernier mandat frauduleux. Cela suffit, qu'il cesse de jouer avec le feu car d'autres en Afrique en ont payé les prix forts, a-t-il mis en garde. Dely Sesanga et plusieurs de ses partisans dont Bernadette Tokaolo avaient été interpellés dans la matinée du jeudi 14 novembre par la police alors qu'ils distribuaient des tracts à Kinshasa pour mobiliser contre le projet des révisions constitutionnelles initié par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Finalement, ils ont été relâchés dans la soirée du même jour. Cette arrestation de Dely Sesanga, président du parti Envol, a suscité de vives réactions dans la classe politique congolaise. Moïse Katumbi, président du parti Ensemble pour la République, a dénoncé l'interpellation sur X. La défense de notre constitution est désormais criminalisée. L'arrestation de Dely Sesanga constitue une étape supplémentaire alarmante dans la dérive totalitaire du pouvoir, a-t-il écrit. Avant d'ajouter, j'exprime ma plus vive indignation et j'appelle Félix Tshisekedi à retrouver le bon sens et à libérer le président d'Envol et tous les autres prisonniers politiques. Persécuter les opposants pour changer la constitution en vue de conserver le pouvoir est une erreur tragique qui emporte toutes les dictatures. Et en justice, prenant part aux travaux des États généraux de la justice qui se tiennent actuellement en République démocratique du Congo, les bâtonniers de tous les barreaux du pays ont, dans une déclaration, salué l'initiative du chef de l'État, magistrat suprême et du ministre d'État de la Justice pour la tenue à Kinshasa de ces assises et soutiennent les réformes qui vont en découler. Suivez leurs propos. Je prends la parole en tant que bâtonnier du ressort au nom de tous les bâtonniers de la République démocratique du Congo qui assistent aux travaux des États généraux de la justice qui se tiennent ici à Kinshasa. Vous savez, ce n'est pas dans les habitudes des bâtonniers lorsqu'ils tiennent une réunion de faire un compte rendu. Mais nous tenons à le faire parce que premièrement, nous les avocats, nous tenons à ces assises à témoigner notre gratitude à M. le Président de la République, chef de l'État, pour l'initiative qu'il a eu à prendre pour que ces assises puissent avoir lieu. Remercier le ministre d'État, le ministre de la Justice pour sa détermination. Comme vous le savez, une nation n'est une nation que lorsque ses fils se retrouvent à un moment donné de l'histoire pour discuter des questions qui intéressent leur société. C'est le cas avec les assises actuelles des États généraux de la justice. Il était temps qu'à un moment donné qu'on s'arrête et pour qu'on puisse réfléchir sur l'avenir de l'action de notre pays. Et les avocats sont tout à fait intéressés parce qu'ils sont parmi les acteurs qui participent à la bonne administration de la justice. C'est pourquoi nous avons tenu, après avoir eu nos concertations autour du bâtonnier national, à témoigner notre gratitude à M. le Président de la République, à Madame la chef du gouvernement et, comme je l'ai dit tantôt, à monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice. Nous sommes convaincus qu'à l'issue de ces travaux, il y aura des réformes audacieuses et courageuses qui seront prises pour que, d'une part, sur comprendre la mission qui leur est due dans la bonne administration de la justice.
D'une province à une autre, quittons Kinshasa pour le Sud Kivu, où les routes secondaires de la ville de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, commencent à revêtir un nouveau visage après les travaux de pavage. La remise de la première partie de ces routes pavées d'une longueur de 5 km dans la commune d'Ibanda aux autorités provinciales par le Fonds social de la République a eu lieu le 13 novembre 2024. Dans le même temps, les travaux de pavage d'une autre artère de 5 km de longueur ont été lancés dans la même municipalité. Suivez. Autrefois impraticables, les routes secondaires de la commune d'Ibanda dans la ville de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, revêtent désormais une nouvelle robe avec la pose des pavés. Ceci grâce aux travaux supervisés par le Fonds social de la République sur financement de la Banque mondiale dans le cadre du projet pour la stabilisation de l'Est de la RDC pour la paix. D'une longueur de 5 km, les artères des quartiers Ndendere et Nyalukeba font peau neuve avec ce pavage et devront désormais désengorger les voies principales et fluidifier la circulation au moment où les embouteillages sont devenus fréquents dans la ville. Le représentant de la coordination du comité de suivi des projets et programmes de la Banque mondiale à Bukavu s'est déclaré satisfait de l'aboutissement de cette première phase des travaux malgré les difficultés rencontrées dans leur exécution. Ces difficultés ont retardé la livraison de l'ouvrage. Certes, beaucoup n'y croyaient pas. D'autres encore ont formulé des critiques virulentes, mais ceci est inhérent à la réalisation de toute œuvre humaine. Nous devons néanmoins reconnaître qu'au moment du lancement, nous avions promis de terminer les travaux en dehors de 3 mois. Si nous n'avons pas pu respecter ces délais, c'est à raison de diverses contraintes. Mais aujourd'hui, tout est bien qui finit bien, dit-on. La fin d'une chose est plus glorieuse que son commencement et nous sommes très fiers de vous présenter ces beaux ouvrages. Tout en remerciant le Fonds social de la République, le vice-gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Elakano, au nom du gouverneur de province, a demandé au maire de la ville de veiller à la protection de ces ouvrages. Aujourd'hui, nous a aidés. Et nous avons enfin 5 km de pavage que je viens personnellement d'inaugurer. Et je viens aussi de lancer les 5 autres kilomètres de pavage dans notre ville de Bukavu. Je le dis et je le répète, que le maire de la ville a la responsabilité de bien protéger cet ouvrage et d'appliquer la loi. Pourquoi pas ici faire payer les gens qui viennent parquer des véhicules tout autour de cette route pour qu'ils paient des taxes à la mairie et pour permettre à ce que cet endroit soit... Initialement prévu pour une durée de 3 mois, les travaux des pavages des routes des quartiers Ndendere et Nyalukeba, dont le coût est de 1 500 000 $, est exécuté par l'entreprise Vision économique de base dans la commune d'Ibanda, ont duré 5 mois à cause des difficultés logistiques. Ces pavés sont fabriqués à partir des débris des larves de l'éruption volcanique de Goma, au nord Kivu, province voisine du Sud Kivu. L'actualité, c'est aussi en dehors de nos frontières, rendons-nous en Afrique du Sud, où le gouvernement sud-africain déclare qu'il n'aidera pas les quelques 4000 mineurs illégaux qui se trouvent à l'intérieur d'une mine fermée dans le nord-ouest du pays. Le porte-parole de la police a qualifié de dangereuse la tentative de sauvetage de mineurs pris au piège. Suivez. Ces derniers s'y sont vus refuser l'accès aux produits des bases dans le cadre d'une stratégie officielle de lutter contre l'exploitation minière illégale. Nous avons consulté le département des ressources minérales et de l'énergie et ils nous disent que ce n'est pas sûr, qu'il est inhumain d'autoriser les gens à descendre dans cette mine. Nous avons pris la décision qu'aucun officier de police, aucun soldat, aucun fonctionnaire ne descendrait dans une mine abandonnée. Tout d'abord, des gaz dangereux y circulent. Il y a un risque élevé de perte de vie humaine. Les mineurs du puits de mine de Stilfontein souffriraient d'un manque de nourriture, d'eau et d'autres produits de première nécessité depuis que la police a fermé les entrées utilisées pour transporter leurs provisions sous terre. Cette opération s'inscrit dans le cadre de l'opération Ouala Ngodi de la police qui consiste à couper les vivres de mineurs pour le forcer à remonter à la surface et à se faire arrêter. Cela montre que le gouvernement a l'intention de commettre au moins un génocide. Je veux dire que notre gouvernement a engagé une procédure contre Israël pour ne pas avoir fourni de nourriture à la population.
Aujourd'hui, nous sommes en Afrique du Sud. Le même gouvernement ne peut pas fournir de la nourriture aux gens qui meurent dans le même pays. La police continue jeudi à surveiller les zones autour de la mine afin d'attraper tous ceux qui apparaissent sous terre. L'exploitation minière illégale reste courante dans les anciennes régions aurifères d'Afrique du Sud, les mineurs s'introduisant dans des puits fermés pour creuser à la recherche d'éventuels gisements restants. Et pour clore ce journal, en Haïti, dans la capitale Port-au-Prince, les gangs renforcent leur emprise sur la capitale, forçant les habitants de quartiers comme Solino à fuir leur maison. Des habitants fuient leur maison pour échapper à la violence de gangs dans les quartiers de Nazone à Port-au-Prince, jeudi 14 novembre 2024. Commentaire. Ce quartier, jusque-là épargné par les violences, est devenu la cible d'attaques brutales. Ma maison a été incendiée. Voici tout ce que j'ai pu sauver. J'ai juste payé pour mes enfants. C'est tout ce que j'ai pu sauver. La crise s'intensifie depuis le renvoi du Premier ministre par intérim dans un contexte de chaos politique marqué par des accusations de corruption. Profitant de cette instabilité, de gangs comme la coalition Vive Amsan multiplient les prises de contrôle des territoires. Lundi, l'aéroport principal de la capitale a été touché. Des tirs ont visé plusieurs avions, blessant une hôtesse de l'air. Les Nations Unies rapportent qu'en une seule journée, 20 affrontements armés ont éclaté à Port-au-Prince, où 85 de la ville seraient désormais sous contrôle de gangs. Une mère de famille en fuite résume la détresse des déplacés. Je n'en peux plus. J'ai 5 enfants avec moi. Je cours et je ne sais pas où aller. Les bandits nous poursuivent et je ne peux plus rester. Ils ont tiré sur nos voisins et nous sommes forcés de fuir. Depuis 2016, aucune élection n'a eu lieu en Haïti. Le pays reste empris entre chaos politique et insécurité croissante. C'est cet élément qui met fin à ce journal. Madame, Monsieur, merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur Mandico Télévision. Une pensée, un écrit.